Non, mais voilà, donc on... Easy Rider, ouais. Voilà, Oui, oui, Easy Rider, c'est ça. toutes ces... Il y avait un ou deux écrivains dont j'ai perdu les noms, l'américain qui était un peu dans ça. Ben, Miller était un petit peu quelque part là-dedans aussi. Non, c'était pas du tout. Hemingway était un peu une autre dimension. Non, non, ça me reviendra, pardon. Je rechercherai. Dylan. Jack Kerouac. Kerouac, merci, voilà. Oui, voilà, c'est surtout c'est Kerouac, voilà, c'est le titre même. Oui. Cette écriture instantanée, là, de la vie au maximum, qu'importe les conséquences, enfin, etc. etc. Wow. Ben, voilà. Alors c'est bien littérairement ou comment on appelle ça pour une certaine posture. Voilà. Et dans la vie, c'est un peu plus. Ben voilà. Ça peut être une posture un petit peu d'artiste éventuellement et autres, mais attention. Voilà. On est condamné à une certaine frustration quand même, quoi, quelque part. Parce que moi, c'est permanent, c'est la vie, ça, non? Ça fait partie un peu de la vie, c'est un moteur, Ah ouais, quand même, hein, je pense, oui. Je n'ai pas, disons, le courage, peut-être, d'aller où c'est jambon, quand même. Bah oui. Ouais. Alors, si on fait comme Rousseau, on ne voit pas les autres, On se promène. mais on finit par être malheureux. Parce qu'on on est des êtres sociaux, on a besoin des autres, et il était malheureux de s'isoler comme ça. Et quand on est avec les autres, alors il y a un moyen de s'en sortir, c'est que comme il faut avoir un ennemi commun dans la vie pour oublier ses misères, eh ben, on est dans le clanisme, on est entre soi, entre pairs, et à ce moment-là, on se construit un ennemi qui d'imaginaire devient réel, on en crée un, on l'a sous la main, et pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas de soi. Et c'est comme ça qu'on règle le problème de la frustration. Et on fait d'une pierre deux coups. On agrandit son territoire et on ne pense pas à soi. C'est le bouc émissaire, hein, ça. J'y pensais quand on parlait. Ouais. Est-ce que c'est Girard, un peu? Girard, oui. C'est le mimétisme, et après... Ce n'est pas, c'est pas d'une morale parfaite, mais c'est comme ça que ça se passe. Mais Girard dit que c'est l'équilibre d'une société, malheureusement, repose sur la création du bouc émissaire, c'est l'horreur. Parce que ça canalise la violence. C'est horrible quand on dit les choses. C'est une façon de gérer collectivement la frustration. C'est pourquoi dans le christianisme, on a enlevé le bouc, on a la symbolique c'est la fin de ça. De l'hostie, exact. du mal. On ne tue plus des gens ou des animaux. Je ne voulais pas en parler au début, là, mais je ne sais pas si ça mène très loin, cette remarque-là. C'est une remarque sociologique. C'est les sociétés orientales et occidentales sur le mode de vie familial. Alors, je l'ai expérimenté, je connais bien, j'ai vu un peu les deux côtés. Et alors, il y a les sociétés occidentales plutôt patriarcales qui, elles, vont isoler l'enfant du couple et le père va maintenir une certaine rigidité, hein, à la fois dans le couple, dans la sexualité du couple et dans le comportement familial, alors que dans la société orientale, c'est plutôt le matriarcat. C'est-à-dire que les enfants couchent avec les parents. Oui, enfin couchent. Dorment avec les parents. Pardon, merci je me suis emporté. Voilà, dorment avec les parents. Alors que dans le monde occidental, les parents séparent et la sexualité est vraiment... Alors que les enfants, justement, ça reste un monde un peu mystérieux. Qu'est-ce qu'ils font dans la chambre, etc. Alors que dans le monde occidental, on fait ça quand on a le temps, dans la nuit, hop, voilà. Mais par contre, c'est justement le père, il y a une frustration paternelle, là, patriarcale, d'où justement des comportements, des sexualités parallèles de l'autre côté dans la société, et des sociétés où l'enfant est roi, mais n'a pas de rigidité patriarcale, quoi, de ce fait-là. Et ces deux genres de sociétés amènent en fait, ne sont pas idéales ni l'une ni l'autre.
Les deux amènent en fait un déséquilibre, des frustrations à différents degrés. Mais alors j'ai pas été à fond dans la réflexion, ça m'est venu là un petit peu quand je réfléchissais à ça. Il était plutôt partant d'enfants qui ne partagent pas le lit. Oui. Qui pensaient que le lit était le lieu d'une sexualité dans lequel il ne fallait pas mêler l'enfant. Voilà, mais c'était souvent le reflet d'un patriarcat qui justement imposait une certaine sexualité et une certaine rigidité qui non plus n'était pas idéale au niveau de la famille. C'était juste une remarque, j'ai pas de solution, hein. Ça m'est venu par rapport à la frustration, parce que moi j'ai bien vu les deux domaines, d'ailleurs la Suède, le Japon, des pays où les enfants sont très laissés faire, laissés aller, créent beaucoup de déséquilibre aussi, quoi. Ouais. Mais c'est souvent lié justement à des sexualités plus ou réfrénées ou trop libres, quoi, voilà. C'est pas évident, hein, ça. Non, d'où le curseur. Ouais, voilà, de toute façon, voilà, on est toujours obligé de s'adapter, de trouver des... Ouais. Alors, si on pouvait vivre, oui, comme heureux dans la nature, ça serait fantastique. mais voilà. J'ai vu une émission sur les peuples premiers ou primitifs. Hein. Oui. J'ai vu par rapport aux gamins, c'est vraiment des enfants sans droit. Oui, c'est vraiment droit, on les laisse faire. Oui. Et après, il y a aussi le rapport homme-femme qui est différent. J'ai pas tout vu et tout compris, mais parce qu'en fin de compte, on cherche toujours la société idéale, où il y a le moins de frustration possible. Il faut être honnête. Et donc, il faut chercher, comme bien dit le curseur, un peu plus de ça, un peu moins de ça, et puis. Et là, actuellement, on bricole. Hein, on voit dans le grand débat, c'est que du bricolage. Hein. Ah, il faudrait mettre ça, un peu de ça, un peu plus de ça, mais... Oui, on n'a pas de remède. Personne n'a de réponse, c'est ça. Personne n'a pas laissé, là, actuellement. Hein. Ouais, c'est... Je crois, je ne sais pas si on a fait le tour, si encore... C'est l'ermite du Mont Valérien qui est heureux. Oui, c'est ça, oui, peut-être. Oui. Parce que là, il y a quand même, on a besoin des autres. Les autres viennent lui apporter à manger. Et après, bon, il se tire. Mais lui, il reste. Peinard. Ouais, il existe celui-là ou il y en a? Oui, mais il existait il y a encore 1000 ans. Oui, voilà. Il y en a plus beaucoup, des ermites, il y en a encore, mais... Oui, comme il y a aussi un ermite en Alsace. Là, c'est des traditions. Est-ce que c'est pas le soir, il rentrait quand même peut-être ou... Je ne sais pas si c'est nécessaire de faire un mot de la fin, peut-être, avant de laisser la parole à Gilles pour son poème de fin, justement. On pourrait commencer comme ça, peut-être, si tu as encore quelque chose à dire, Jacques. Oui, je reviens sur la question des personnes qui sont coupées de leur milieu. Hein, par exemple, c'est les Gilets jaunes, apparemment, ils sont arrivés dans un milieu, ils ne se connaissaient pas entre eux, donc c'est quand même amusant. Alors, ils ne se connaissaient pas entre eux, donc ils n'avaient pas de solidarité locale, ils étaient dans un endroit qu'ils ne connaissaient pas bien, donc ils ne pouvaient pas exploiter les ressources de proximité. Donc c'était des immigrés en quelque sorte, quelque part, de l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils, comme disait Jean Viard l'autre jour, j'étais à une réunion du salon de la Fondation Jean Jaurès, ils avaient un rêve pavillonnaire. Alors voilà, ils avaient un rêve comme quoi l'appartement c'était pas bien, il fallait avoir le pavillon. Et donc ils sont un peu victimes de ce rêve pavillonnaire, parce que ça enclenche des charges financières, mais aussi un isolement. Et donc finalement, ils sont marqués par cet isolement. Il n'y a pas de solidarité locale. Alors ils vont s'adresser à Paris, au président public, mais sur le plan local, alors justement dans cette réunion, il disait les gens moins avantagés qu'eux, qui étaient par exemple dans le domaine des allocations, ils se plaignaient moins, parce qu'ils avaient une plus grande solidarité. Finalement, on a localisé que les Gilets jaunes, ils n'étaient ni ceux qui étaient vraiment en bas de l'échelle, ni ceux qui étaient en haut. C'était une situation un peu hybride entre les deux. C'était ce qu'on appelle les petits blancs aussi, d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, c'était des gens qui étaient dans une situation ingérable, quelque part. Ils s'étaient mis eux-mêmes dans une situation ingérable.
Et je crois que ça explique pas mal de choses. Donc finalement, ils se sont créés des besoins, parce que ils se sont créés des besoins. Par exemple, quand ils disent oui, on n'a pas d'argent au 15 du mois. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des slogans. Ce sont des slogans. Si, parce qu'en fin de compte, ils répètent tous la même chose. En réalité, c'est parce qu'ils se sont mis dans une situation de dette, d'endettement, d'obligation, etc. Ils ne peuvent pas compter sur leur environnement, ils ne peuvent pas compter sur leur famille. Ils se sont mis dans une situation ingérable. Donc finalement, ils sont victimes de possibilités qu'on leur a offertes, de fantasmes pavillonnaires qu'on leur a proposés. On retrouve la notion de subprimes, parce qu'au subprime, en 2008, c'était pareil. C'était des gens qui étaient victimes d'une spirale de la propriété. Hein. Et donc finalement, ces gilets jaunes, c'est une sorte de subprime, sauf qu'il n'y a pas de problème bancaire pour l'instant qui se pose, mais quelque part, eux, ils ont un problème bancaire par rapport à leur banque, probablement. Hein. Puisque quand ils disent, par exemple, qu'ils ne peuvent pas, au 15 du mois, ça veut dire que la banque ne veut pas les aider. Enfin, il y a aussi une question il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau de leurs relations sociales. S'il y a une crise de leurs relations sociales, localement, et ils vont essayer de trouver une solution à Paris, auprès du président de la République, alors qu'il y a une crise locale. D'ailleurs, il y a une crise de l'organisation locale, de la solidarité locale, et ça aboutit à une sorte d'exode rural, si on peut dire. C'est la société qui crée les gilets jaunes, c'est pas compliqué. Alors, à vous, monsieur. Samir, oui. Et nous sommes dans une société, vous voyez, on commence le matin, par exemple, elle parle de choses négatives.